d'assassinats, de meurtres, de coups et blessures, de séquestrations, de tortures, non-assistance à personne en danger, entrave aux mesures d'assistance. Les faits pour la complicité desquels son client a été saisi, il a plaidé d'autres faits. Monsieur le Président, quelle incohérence! Et puis, pourquoi c'est maintenant on crie au complot? Pourquoi? Pourquoi, Monsieur le Président, on n'a pas dénoncé ces prétendus complots? Ça fait combien de temps nous sommes là? Avant la tenue de ces procès, pourquoi ces prétendus complots n'ont pas été dénoncés? Pourquoi, Monsieur le Président, ces prétendus complots n'ont pas donné lieu au dépôt d'une plainte pour qu'une procédure régulière soit engagée? C'est pour vous dire qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de la poudre au jeu. C'est tout. De l'enfumage. Monsieur le Président. Monsieur le Président, pourquoi le président Dadis et sa défense n'ont pas dénoncé ces prétendus faits de complot reprochés à M. Alpha Condé, pendant que celui-ci, en contrepartie d'une alliance politique, maintenait certains de ses proches à des hauts postes de responsabilité, à la présidence, M. Moussa Kegboro Camara et M. Claude Pivy. Pourquoi en ce moment, ils n'ont pas dénoncé? Pourquoi en ce moment, ils n'ont pas dénoncé pendant que M. Alpha Condé, en contrepartie de cette même alliance politique, nommait d'autres hauts fonctionnaires dans des fonctions de haut niveau? Monsieur le Président, Monsieur Papakoli Kourouma, Monsieur Cessé Alexandre Loa, Frédéric Loa, la liste est longue, j'en passe. Pourquoi? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on, Monsieur le Président? En tout cas, pas de vous, en tout cas, pas du peuple de Guinée, parce que nous connaissons tous l'histoire de ces pays. Que le président Dadis puisse se passer de cette théorie et puisse affronter la justice de son pays, faire face à sa responsabilité pénale. C'est le plus important, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à franchir les limites admissibles. On est allé jusqu'à vous dire que c'était M. Moussa Kegboro Camara et Claude Pivy qui tenaient le pays après les événements malheureux du 3 décembre. Monsieur le Président, qui ne connaît pas M. Moussa Kegboro suite à ces procès, qui ne le connaît pas. Monsieur le Président, qui ne le connaît pas, peut-on être fier de soutenir que celui-ci tenait le pays après les événements du 3 décembre? Monsieur le Président, qui ne connaît pas M. Claude Pivy, qui ne connaît pas, qui a même fui la justice de son pays à l'occasion d'une évasion organisée par lui, le président Dadis et son petit cercle. Mais ils n'ont pas réussi à s'enfuir. L'autre était commando. Il est parvenu à s'échapper
Mais eux, ils ont échoué dans leur évasion, Monsieur le Président. Qui ne connaît pas c'est Claude Puvis? C'est Claude Puvis, Monsieur le Président, qui a fait irruption au camp Camayen sous le règne du feu général Lansana Conté, en faisant beaucoup de morts et beaucoup de blessés parmi les policiers. On se rappelle de cela. Ça, c'est l'histoire récente de notre pays. Nous en sommes tous les témoins oculaires. Qui ne se rappellent pas de ce Claude Puvis, Monsieur le Président, qui s'était illustré dans les différentes mutineries qui ont secoué les camps de la capitale, Monsieur le Président. Je vais parler des camps de Sangoya, Camayen, Affaire Diallo et celui de la base militaire. On se rappelle de cela. On ne dormait pas en ce moment. À tout moment, c'était des bruits de bottes. C'est lui qui était à l'origine de cela, Monsieur le Président. Cette situation était devenue intenable face à la recrudescence de ces mutineries. On se rappelle que le feu président général Lansana Conté a fini par faire appel au général Sekouba Konaté, qui était à Massanta, et qu'il a nommé comme étant le commandant du Bata. C'est ce dernier qui réussira finalement, Monsieur le Président, comme les militaires aiment à le dire, à le faire rentrer dans les rangs. Qui ne se rappelle pas de cela, Monsieur le Président? C'est d'ailleurs Sekouba Konaté qui, après le chaos que fut la gestion du pouvoir sous le règne du président Dadis, c'est lui qui a été désigné par l'accord de Ouaga. C'est lui qui a conduit à bon port la transition guinéenne, Monsieur le Président. Ainsi, vous conviendrez avec moi que parler de Kébrou et de Claude Puvis avec fierté, en soutenant que c'était ceux-là qui tenaient le pays après les événements du 3 décembre, alors que la seule évocation de leur nom suffit pour s'aimer la désolation, suffit pour s'aimer la consternation, suffit pour s'aimer la psychose sur leurs victimes innombrables. Monsieur le Président, ah, mon commandant, commandant Toumba, merci d'avoir sauvé la terre de vos ancêtres. Merci d'avoir sauvé sa démocratie par votre bravoure à travers vos actions héroïques. Le peuple de Guinée vous restera jamais reconnaissant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, comme vous venez de suivre le développement que j'ai entamé hier et que je poursuis maintenant, il est donc constant qu'aucune preuve n'a été apportée contre mon commandant par ses accusateurs. En tout cas, aucune preuve de sa culpabilité n'a été débattue contradictoirement devant vous ici. Monsieur le Président, vous avez bénéficié, vous et vos deux assesseurs, vous qui avez la lourde responsabilité, après tous ces débats, de vous prononcer sur le sort de chacun des accusés. Vous avez eu une chance inouïe, une chance inédite, Monsieur le Président, c'est que, avant même d'entreprendre toute décision de justice, vous avez été témoin pendant l'instruction définitive
de la rétractation de certains témoins qui avaient accusé à tort mon commandant. Vous avez assisté à la rétractation d'une victime qui avait accusé à tort mon commandant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que vous devez pouvoir vous saisir de cette chance qui n'est pas donnée à tous les juges criminels. Cette chance qui doit vous permettre d'éviter de tomber dans l'erreur judiciaire. Monsieur le Président, dans d'autres affaires, l'erreur judiciaire n'a été découverte qu'après des années et des années de condamnation. Qu'après que les condamnés aient purgé des années et des années de condamnation. Mais vous, avant même que vous ne mettiez ces dossiers en délibéré, vous êtes déjà édifiés. Vous êtes déjà au bain de tous les faits. Vous êtes imprégné de tous les faits. Vous êtes imprégné de l'innocence de mon commandant, Monsieur le Président. Et il est sûr que, au regard des faits débattus, que vous ne tomberez pas dans l'erreur judiciaire. Vous ne ferez aucune erreur d'appréciation des faits. Et à propos, je vais vous donner, il y a un confrère qui m'a précédé, il a parlé de l'assertion d'un grand monsieur. Je vais faire autant. Je crois, parfois, quand on défend, on peut se rencontrer sans s'être vu, sans s'être parlé. Je vais parler de René, disons, Floriot. René Floriot, Monsieur le Président, qui, à propos de l'erreur judiciaire, disait ceci. L'homme le plus honnête, l'homme le plus respecté, comme mon commandant, peut être victime de la justice. Vous êtes bon père, bon époux, peu importe. Quelle fatalité pourrait vous faire passer pour un malhonnête homme, voire criminel. Cette fatalité existe. Elle porte un nom. L'erreur judiciaire, Monsieur le Président. Évitez l'erreur judiciaire à l'égard de mon commandant. Monsieur le Président, constatez, vous et vos assesseurs, constatez son innocence, acquittez-le purement et simplement. Et ce sera justice, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à présent, je vais aborder le dernier point. Le dernier point de ma plaidoirie telle que je l'avais annoncé hier. Monsieur le Président, c'est l'impossibilité, et l'impossibilité absolue, d'imputer les faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, de tortures, de séquestration, de non-assistance à personne en danger, d'entrave au secours. Monsieur le Président, ces faits-là, je ne suis pas là en train de dire que ces infractions n'ont pas existé. Non, ces infractions existaient. Nous les regrettons. Mais Monsieur le Président, mon commandant n'en est pas l'auteur. Non, il n'en est pas l'auteur, Monsieur le Président. Et vous savez très bien que l'article 14 de notre code pénal est très clair. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Quel fait personnel? Quel fait personnel?
a été invoqué ici contre lui, avec des preuves à l'appui, comme quoi il serait l'auteur de ces faits. Rien. Rien, Monsieur le Président. Vous comprendrez que mon commandant ne saurait être retenu pour aucune de ces infractions. D'abord, l'assassinat. L'assassinat qui est le fait au terme de l'article 206, de donner volontairement la mort à autrui. Monsieur le Président, et l'article 208 continue, le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur le Président, les victimes, les témoins, unanimement, ont déclaré ici que mon commandant n'a été vu par personne en train de tuer. En train, Monsieur le Président, de faire quoi que ce soit allant dans ce sens. Monsieur le Président, il est poursuivi aussi pour des faits de complicité des viols. J'ai eu à poser des questions par rapport à ça. Monsieur le Président, il ne s'est jamais rendu coupable, ni de viol, ni de complicité. En tout cas, au cours de ces débats, personne n'a comparu ici et qui a soutenu que mon commandant lui aurait donné des instructions, que mon commandant lui aurait fourni des moyens, que mon commandant lui aurait apporté une aide ou une assistance allant dans le sens de la commission des faits de viol. Donc, cette infraction ne peut pas être retenue à son encontre, Monsieur le Président. Et vous voyez, il est poursuivi aussi pour des faits de complicité, d'enlèvement, de torture, de séquestration. Monsieur le Président, il n'a enlevé personne, il n'a séquestré personne. En tout cas, les débats l'ont prouvé et aucune preuve n'a été rapportée, ni par les parties civiles, ni par le ministère public, même à travers les petits détails dont ils ont fait état ici, sur la base des suppositions, sur la base d'imagination. Monsieur le Président, coups et blessures. Personne, Monsieur le Président, n'a comparu ici en tant que victime, se plaignant de mon commandant, comme quoi il lui aurait administré des coups, comme quoi il lui aurait administré des blessures. Monsieur le Président, cette infraction aussi ne peut être établie à son égard. Il est poursuivi pour des faits de complicité de vol en main armée. Qui a comparu ici et qui vous a dit que mon commandant se serait rendu coupable d'un cas de vol et qu'il était armé? Monsieur le Président, aucune preuve administrée, ni par les parties civiles, ni par le ministère public. Monsieur le Président, il est clair que mon commandant n'est pas du tout intéressé par cette infraction. Il n'est pas non plus établi qu'il a donné des instructions allant dans le sens de la commission de cette infraction. Il est également établi que mon commandant n'a jamais apporté une aide ou une assistance allant dans le sens de cette commission. Ce sont là les éléments, des actes matériels de complicité. Mais, Monsieur le Président, il n'est pas non plus établi que mon commandant a fourni des moyens ayant permis la commission de cette infraction. Vous l'écarterez comme non établi à son égard, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs,
Il est également poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Moi, j'avais cru qu'à la suite des débats, que le ministère public abandonnera ses chefs d'accusation, Monsieur le Président. Mon commandant, le héros, mon commandant, le sauveur, mon commandant qui a permis à 4 leaders politiques, Monsieur le Président, d'avoir la vie sauve, mon commandant qui a permis à la République de Guinée de ne pas basculer dans la guerre civile. Et ces propos n'émanent pas de mon commandant, encore moins de sa défense. Cela provient des parties civiles elles-mêmes, Monsieur le Président. Madame Fatoumata Bari l'a dit. Monsieur Baouri, lors de son passage ici, l'a dit. Mais, Monsieur le Président, il est clair que cette infraction ne peut pas être établie à son égard. Et on nous parle d'entrave aux mesures d'assistance. Monsieur le Président, et on ne vous dit pas, et à quoi? Quel a été son comportement? Il s'est opposé à quel secours qui était destiné à sauver ceux qui étaient au stade. D'ailleurs, lui-même, il s'est érigé en secouriste. C'est lui qui a secouru. Cette infraction ne peut pas être établie à son égard. D'ailleurs, Monsieur le Président, en ce qui concerne cette infraction, et non seulement elle n'est pas établie à son égard, je voudrais relever que cette infraction ne peut même pas être retenue en raison du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, dans la mesure où, au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés, aucun texte de loi en République de Guinée ne faisait de cette infraction, ne faisait, disons, de ces comportements une infraction à la loi pénale. L'entrave aux mesures d'assistance n'était pas encore érigée au rang des infractions à la loi pénale dans notre pays. Monsieur le Président, au nom donc, du principe de la non-rétroactivité tel que prévu par l'article 5 de notre Code pénal, Monsieur le Président, cette infraction ne peut pas du tout être retenue à son égard et vous relèverez d'ailleurs en parcourant le réquisitoire introductif en date du 2 février 2010 de Monsieur le procureur général qui a saisi le pool des juges d'instruction. Nulle part, vous ne verrez dans ces réquisitoires qui est l'acte de saisine que le pool des juges d'instruction a été saisi de cette infraction. Elle n'existait pas, Monsieur le Président. Donc, il ne pouvait en être autrement. Alors, et il n'y a eu aucun réquisitoire supplétif. Vous vérifierez le dossier de la procédure. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de réquisitoire supplétif pour, de la part du pool des juges d'instruction pour provoquer les réquisitions du ministère public par rapport à cette infraction et pour pouvoir y étendre l'information judiciaire. Or, vous le savez, un juge ne se saisit pas, un judiciaire, bien entendu, il est saisi. Donc, vous retiendrez que, pour toutes ces raisons, cette infraction ne peut pas être retenue à son égard. Monsieur le Président, et il lui a reproché aussi des faits de torture. Est-ce qu'on peut lui reprocher ces faits de torture? Non, Monsieur le Président. À l'époque, la torture ne constituait pas non plus une infraction à la loi pénale.
La torture était prévue par le code du 31 décembre 1998 en tant que circonstance aggravante de certaines infractions, mais non en tant qu'infraction à part entière. Donc, vous rejetterez tout cela, Monsieur le Président. Et comme vous le voyez, alors, la commission d'aucune de ces infractions ne lui est imputable, Monsieur le Président, ne lui est imputable. Et vous comprendrez que lorsque l'imputabilité des faits n'est pas établie, le juge, et c'est la loi qui le dit, le juge n'entre pas en condamnation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je me rappelle d'une affaire, une affaire que nos juridictions ont connue, une affaire de destruction d'édifices, de pillage et d'incendie volontaire, dont la victime était M. Mamadou Tanga Bari. Monsieur le Président, dans cette affaire, comme dans celle-ci, toutes les preuves matérielles existaient. Elle était indiscutable. Dans cette affaire, il était établi, à travers des traces, que sa maison a été complètement détruite par ses voisins avec lesquels il ne s'entendait pas. Monsieur le Président, il était établi que tout a été pillé dans sa maison. Il était établi, Monsieur le Président, que sa maison avait été incendiée. D'ailleurs, il y a eu un transport judiciaire, sanctionné par un procès verbal. Monsieur le Président, ce dossier était un dossier du cabinet de mon feu maître de stage, paix à son âme, feu Famoro Sidram Kamara. Et à l'époque, je n'étais qu'un simple assistant. Je n'avais pas encore le statut d'avocat. Mais ce dossier, je l'ai suivi de près. Ce dossier, Monsieur le Président, au moment où il était, devant la chambre de mise en accusation, qui était à l'époque dirigée par Adja Swadou, je crois qu'il doit être maintenant à la retraite. Ce dossier, Monsieur le Président, qui finalement a été renvoyé contre quelques-uns de ses voisins. Ce dossier qui a été plaidé par Maître Mori Doumbouya pour le compte du cabinet de feu Famoro Sidram, Monsieur le Président. Ce dossier, c'est vrai, tous les éléments étaient là. Mais Monsieur le Président, dans ce dossier, puisque M. Mamadou Tanga ne s'entendait avec personne, il n'y a eu aucun témoin. Aucun témoin n'a accepté de déposer en sa faveur. Il n'y avait personne. Tout le quartier était contre lui. Monsieur le Président, la cour d'assises a acquitté les accusés qui ont été renvoyés devant lui. Pas parce que la preuve de l'existence matérielle des infractions qui leur étaient reprochées n'existait pas, mais parce que, Monsieur le Président, il n'y avait aucune preuve d'imputabilité de ces faits, comme c'est le cas dans la présente affaire, en ce qui concerne mon commandant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je voudrais qu'après tout ce que je viens de dire, je voudrais, Monsieur le Président, à présent, vous parler d'un hadith du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, dont mon maître de stage, Feu Famoro Sidram, faisait souvent état à l'occasion des grands procès, comme celui-ci, Monsieur le Président.
il disait que le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, disait qu'il existe 3 catégories de magistrats. 3 catégories de magistrats. La première catégorie de magistrats est celle qui accepte l'office de magistrat, qui accepte le sacerdoce qui est le vôtre, mais qui ne connaît pas la règle du droit, qui accepte d'être juge. Il dit que cette catégorie de magistrats, Monsieur le Président, sa place, c'est dans l'enfer. La deuxième catégorie de magistrats, Monsieur le Président, il a dit que c'est cette catégorie de magistrats qui, bien que connaissant la règle du droit, mais qui, pour une raison ou pour une autre, qui, pour des raisons subjectives, accepte de ne pas dire le droit, accepte contre sa conscience à rendre une décision qu'il sait contraire au droit. Cette deuxième catégorie de magistrats, le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, nous enseigne, périra dans l'enfer. La troisième catégorie de magistrats, Monsieur le Président, est celle qui, connaissant la règle des droits, comme vous, qui, Monsieur le Président, applique la règle des droits aux faits en toute conscience. Monsieur le Président, je souhaite que dans l'appréciation de ces faits, que vous fassiez partie de cette dernière catégorie de magistrats, que les faits tels qu'ils se sont présentés, que les faits tels qu'ils ont été débattus, que vous puissiez dire le droit et rien que le droit. C'est pourquoi, pour donc terminer ma plaidoirie, je suis à la fin. Je vais vous dire, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'à la lumière de tout le débat qui a eu lieu ici, de toutes les plaidoiries, de toutes les réquisitions et de la plaidoirie que nous venons de prononcer, force est d'admettre que c'est à tort que M. Aboubacar Diakité Ditumba, le sauveur, le libérateur de la nation guinéenne, l'innocent, a été poursuivi dans ce procès comme auteur, alors qu'en réalité, il n'est qu'une victime. M. Baouli l'a dit, Monsieur le Président. Et ce, à plusieurs égards. Il est incontestable, Monsieur le Président, que c'est lui qui a sauvé les leaders et en le faisant, il a été asséné de coups. Il est également incontestable que son frère, de même père, de même mère, Alseni Diakité, a été froidement et atrocement assassiné. Il est incontestable que son père, colonel Mamadi Diakité, Aruna le chauffeur de celui-ci, son cousin Karamo Kamara, qui d'ailleurs sera assommé de plusieurs coups, des baïonnettes auxquelles il survivra miraculeusement. Son frère, son jeune frère, Sekouna Diakité, qui ont été arrêtés et conduits aux 32 escaliers tristement célèbres. Monsieur le Président, où
Ceux-ci seront séquestrés pendant plusieurs semaines avant d'être libérés. Il est également constant, Monsieur le Président, que sa mère a été empêchée de regagner son pays, que sa mère a été contrainte à l'exil lorsqu'elle revenait de son pèlerinage. Il est tout aussi constant que sa femme, Birgissa Diallo, et son enfant ont été activement recherchés jusqu'à plus tard, d'où ils parviendront à trouver miraculeusement un refuge au Sénégal, un pays voisin à la République de Guinée. Il est constant, Monsieur le Président, qu'il a lui-même fait l'objet de chasse à l'homme, avant de réussir à se mettre à l'abri en trouvant refuge dans le même pays. Monsieur le Président, c'est pourquoi je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec Madame Fatoumata Bari. Je suis entièrement d'accord avec M. Baouri, qui ont déclaré que M. Aboka Diakité Ditumba est une victime. Ainsi, Monsieur le Président, en acquittant M. Aboka Diakité Ditumba, ce tribunal criminel n'aura fait que rétablir un innocent dans son honneur, dans sa dignité, dans sa liberté, dans sa vie qui a déjà pris un coup très sérieux. Je suis d'accord avec certaines parties civiles que ce procès doit être une tribune de réconciliation nationale. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la réconciliation nationale doit se faire dans la vérité et non dans le mensonge. La réconciliation nationale doit se faire dans la vérité et non dans la falsification des faits, dans le but d'obtenir coûte que coûte la condamnation d'un innocent comme mon commandant, M. Aboka Diakité Ditumba, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, une victime dans le box des accusés mérite d'être acquittée. Veuillez acquitter mon commandant, Monsieur le Président. Veuillez l'acquitter, ce sera justice. Monsieur le Président, vous me permettrez, à cet instant précis, de faire parler mon cœur, le cœur d'un avocat, grand comme cette salle, le cœur d'un avocat, grand comme la République de Guinée, le cœur d'un avocat, grand comme toute l'humanité progressiste, en vous déclamant ceci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Aboubakar, je m'adresse à vous, Aboubakar des enviés, regarde, Toumba des nobles combats, Diakité, artisan de la vérité, te voilà écrit ton nom aujourd'hui en lettres capitales de l'histoire. Tu vivras, tu survivras désormais au-delà des frontières, au-delà de ton existence. Ton nom ne disparaîtra guère. Ta réputation demeurera en bonne place de l'histoire. Elle le sera à l'image des grands guerriers. Ton nom sera chanté par les griots de génération en génération. Il s'inscrira au fronton de l'histoire, aux côtés des grands noms ineffaçables, à l'image de Samori Touré, de Keme Brahma, qui était son aide de camp, comme vous avez été celui du président Dadis, de Sundiata Keita, de Alpha Diallo, de Aboubakar Biro Bari, de Zebela Toba, et autres en passent, mon commandant.
tu mérites le Douga, saga des hommes au cœur vaillant. La boue consume au divan, disons, le corps, sans affecter le nom. Le figuier couvre le corps, sans couvrir la réputation. Les bactéries se nourrissent de la chair humaine sans toucher à l'aura. Vous avez de l'aura, ça partira et ça partira, mon commandant. Grand homme, si on n'était pas à l'ère des ingratitudes, ici n'est pas ta place. Tu es une légende. Tu mérites qu'on te célèbre. Tu es allé à la mort pour sauver des vies. Le bienfait ne sauve plus. Le premier coup de fusil qui retentissait à l'aube, tu es à plein cœur le fils du bienfaiteur. Mais une chose est claire, celui qui abat son chien méchant se fera mordre par celui d'autrui. Hier, tu as été monstrueusement caricaturé. Te voilà aujourd'hui déposer ces max affreux à la face du monde. Te voilà le restituer à son sculpteur. Patience, patience, cet éclairé tribunal t'acquittera. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les associés. C'était le dernier intervenant du côté de la défense. Voilà. Est-ce qu'on aura droit à des répliques? Bon, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Du côté ministère public, nous avons bien sûr quelque chose à dire par rapport à ce qui vous a été dit pendant ces semaines-là. D'accord. Je vois des mains aussi du côté de la partie civile. Oui, effectivement, Monsieur le Président. Okay, tout bon. Comme le ministère public, la partie civile voudrait aussi répliquer, s'il vous plaît. D'accord. Bon, le tribunal estime qu'on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit ici dans cette salle. C'est-à-dire que les différentes répliques vont porter sur des points essentiels. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'on revienne encore sur tout ce qu'on a dit ici. Ça fait plus d'un mois depuis qu'on a commencé ces plaidoiries et ces réquisitions. Donc c'est pourquoi on va impartir tout ça dans un temps. Parce qu'on ne pourra pas dire ici qu'on va, par exemple, dire que la partie civile ou les parties civiles vont choisir des représentants. Dès qu'on le dira tout de suite, je sais qu'il y aura des oppositions. Et c'est pourquoi on va alors mettre tout ça dans un temps bien déterminé. On va dire par exemple que tous qui voudront intervenir, c'est-à-dire de tous les côtés, partie civile, ministère public, défense, tous qui voudront intervenir auront 10 minutes maximum. Celui qui fait moins de 10 minutes, c'est bon, mais 10 minutes maximum pour tout le monde, pour tous qui voudront intervenir. L'audience est suspendue. Rejoignez d'abord, s'il vous plaît. Rejoignez d'abord le box. L'audience est suspendue. Elle reprendra à 15 heures. Le tribunal criminel.
là-bas et autres. Venez, s'il vous plaît, venez tous. Alors, on va commencer avec les partis civils. Pour les conseils qui voudront prendre la parole. On est déjà d'accord sur les 10 minutes. Donc, après 10 minutes, on arrête carrément la personne. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur le Président, au nom du collectif que je dirige, nous en tenons à notre plaidoirie du 13 mai 2024 et je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur, de nous avoir permis de répliquer dans ce dossier. Monsieur le Président, je vais répliquer sur quelques points, notamment des points de droit. C'est ce qui nous intéresse. Et Monsieur le Président, nous, partis civils, allons continuer, professionnels des partis civils, à nous exprimer avec respect, avec courtoisie, Monsieur le Président. C'est ce que nous avons appris en déontologie. Même si nous ne sommes pas d'accord avec le contradicteur ou l'adversaire, mais Monsieur le Président, nous devons nous exprimer dans la courtoisie. Et donc nous allons continuer dans ce sens, puisque nous avons essuyé beaucoup d'écarts de langage. Monsieur le Président, nous avons ici, lors des plaidoiries de la défense, entendu qu'il a été soulevé l'irrecevabilité de certaines parties civiles, notamment celles qui ont déclaré leur constitution à l'audience ici. Monsieur le Président, notamment la défense du colonel Thiegoro a invoqué l'article 6 du Code de procédure pénale et a invoqué donc l'irrecevabilité de ces parties civiles au motif pris de ce que ces parties civiles se seraient constituées à l'audience ici, après 10 ans. Et, Monsieur le Président, je m'en vais rapidement lire cette disposition qui a été très mal interprétée par cette défense du colonel Thiegoro. L'article 6 du Code de procédure civile, pénale plutôt, dispose: une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Je ne continue pas puisque je n'ai pas assez de temps, point. Et donc, selon la défense du colonel Thiegoro, l'action publique dans ce dossier se prescrit en 10 ans. Et que nous, partis civils qui avons qui nous sommes constitués partie civile à l'audience publique ici, ne sommes pas recevables. Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir balayer cette argumentation parce que nous, à la lecture de cette disposition, n'avons exercé aucune action civile. Aucune. Et d'ailleurs, s'il y avait une action civile à exercer, ce ne serait pas devant cette juridiction. Et mieux, Monsieur le Président, mais nous sommes venus nous constituer au cours d'une procédure qui est encore en cours, qui est pendante, qui n'est pas terminée, et qui a été engagée dans les délais par le parquet. Et donc, on ne peut pas, sur la base de cette disposition, soulever l'irrecevabilité des parties civiles. Et également, on a soulevé l'irrecevabilité des ONG au motif pris de ce que ces ONG, Monsieur le Président, n'auraient pas d'agrément dans les délais. Mais, Monsieur le Président, la disposition qui a été invoquée parle de plainte. Aucune ONG, Monsieur le Président, dans ce dossier n'est plaignante. L'action publique a été engagée, mise en mouvement par le parquet général. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas porté plainte.
ces ONG sont venues se constituer partie civile. Quand nous invoque une disposition légale qui nous interdit, nous, partie civile, ONG, à nous constituer partie civile, ou qui nous soumet, Monsieur le Président, à une quelconque condition pour nous constituer partie civile. Si c'est pour porter plainte, d'accord, cette disposition, elle existe bel et bien. Mais nous ne sommes pas plaignants dans ce dossier, en tout cas pour ce qui concerne ces ONG. Monsieur le Président, je continue rapidement. Monsieur le Président, parlons à présent de l'application, de la définition de la complicité, selon le Code pénal de 2016, dont l'application est invoquée par la défense. La défense vous dit d'appliquer ce code au motif pris de ce que, Monsieur le Président, il s'agirait de loi pénale plus douce à bien des égards. Monsieur le Président, la complicité est définie par ce code. Cette loi, dont on invoque l'application de l'autre côté, dispose à l'article 19. La complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit, dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. L'article 20, c'est là que c'est encore intéressant, sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ou délit. 1. Ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, je me limite là. Mais Monsieur le Président, de l'autre côté, on est en train de nous exposer la complicité comme on le fait à l'université. C'est purement théorique. On ne parle que de deux aspects de la complicité de l'autre côté. La complicité par instigation, la complicité par collaboration. Mais Monsieur le Président, nous sommes professionnels, nous sommes régis par des textes. Il faut aller au-delà, il faut lire les textes. Et ce texte ne parle pas que de complicité par instruction, mais aussi par abus d'autorité ou abus de pouvoir. Monsieur le Président, il y a un professeur de droit bien connu, réputé, qui a donné la définition de l'abus d'autorité dans ce cadre de la complicité, et qui dit ceci. Il y a abus d'autorité. Il s'agit, Monsieur le Président, du professeur Jean-Paul Doucet. Monsieur le Président, je n'ai pas le temps de parler de lui. Monsieur le Président, il définit la notion de complicité comme étant, il le définit comme ça, comme ceci. Il y a abus d'autorité lorsque le détenteur d'un pouvoir sur autrui, que sa supériorité soit de droit ou de fait, en use, ou pour pousser celui qui lui doit obéissance à commettre une infraction, ou pour le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits. Monsieur le Président, nous avons écouté la défense du capitaine Moussa Dadis Camara parlant de complicité, parce que beaucoup d'entre eux sont renvoyés devant vous pour complicité. Monsieur le Président, la défense du capitaine Dadis vous a brandi un document, notamment le communiqué du ministère de l'administration du territoire de l'époque. Mais, Monsieur le Président, je pense qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la lecture. Ils l'ont brandi fièrement pour dire qu'il a pris des initiatives. Sauf que, par ce courrier, il a interdit les manifestations. Et donc, ça veut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara reconnaît s'être associé à ce courrier-là, à cette interdiction-là, Monsieur le Président. C'est un abus d'autorité, c'est un abus de pouvoir. Il ne lui revient pas de s'immiscer, Monsieur le Président, pour ce qu'il est des demandes de manifestation ou de meeting. Il est haut perché. C'est lui le chef de l'État, le président. Ce n'est pas à lui de gérer ces situations-là. Les mairies sont là pour ça. Et en dernier ressort plus tard, peut-être, le ministre, effectivement, de l'administration du territoire, mais non le président. Aussi, Monsieur le Président, ce jour, il était très furieux. Il a poussé, Monsieur le Président, ses gardes à aller au stade. On se limite à dire non, il n'a pas instruit à quelqu'un d'aller. Mais avec l'abus d'autorité, avec ce comportement, Monsieur le Président, il a poussé, il a provoqué ces faits-là. Il attendait d'eux qu'ils partent. Il en est ainsi de beaucoup d'entre eux, Monsieur le Président, qui, de par leur position, ont conduit leurs subordonnés à aller poser ces actes-là.
Monsieur le Président, nous avions, moi personnellement, beaucoup de choses à dire, mais compte tenu du temps, et nous comprenons, d'ailleurs, je renouvelle mes remerciements au tribunal, je me limite là. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de nous permettre de rapidement présenter des répliques sur des points précis, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué. Moi, j'aimerais tout simplement, Monsieur le Président, revenir sur la question de la banalisation des violences sexuelles et sur un certain nombre de propos qui ont été tenus dans cette salle d'audience qui, à mon avis, au-delà de ce procès, est un temple du savoir. Temple du savoir parce que le monde entier nous regarde. Temple du savoir parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui va certainement susciter des vocations demain. Et nous l'espérons pour les générations futures parce que la justice a un rôle central dans le développement d'un pays. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous nous inscrivons, en tout cas nous nous portons totalement en faux contre le fait de dire que des femmes ou en tout cas des victimes de violences sexuelles d'une façon générale ne peuvent pas être porteurs de VIH au bout de quelques jours après une violation ou une agression sexuelle. Monsieur le Président, dans le monde aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle un protocole de prise en charge médicale qui en fait est un protocole que l'on appelle holistique. Holistique dans la mesure où il tient compte des plaies ou en tout cas de l'aspect physique de la personne qui est en face du médecin, mais il tient compte également de l'aspect psychologique. Et l'aspect physique ne se limite pas simplement aux blessures que la personne a. L'aspect psychologique vient en renfort du traumatisme que la victime peut avoir subi. Mais au-delà de tout ça, Monsieur le Président, aujourd'hui, sur le plan international, dans tous les pays au monde, vous avez ce qu'on appelle un protocole qui permet à la victime, chaque fois qu'elle est devant un médecin, la première chose à faire est de lui administrer des antirétroviraux. On appelle ça des ARV. Les ARV sont des médicaments que l'on prend pour éviter une infection sexuellement transmissible. Et ça, c'est pas de la rigolade. C'est pas du jeu, on ne le dit pas ici dans cette salle d'audience parce qu'on a envie de plaire à des gens ou parce qu'on a envie d'être pris en mal dans la souffrance des victimes. On le dit simplement parce que sur le plan scientifique, c'est une réalité. L'autre chose, Monsieur le Président, parce que j'ai pas envie d'être longue, c'est qu'il a été dit dans cette salle d'audience qu'il existerait des statistiques qui vous disent que des filles guinéennes ne seraient pas vierges à près de 13 ans. Et nous pensons que ces propos sont des propos qui sont d'une perversité intellectuelle. Perversité intellectuelle parce que tout simplement on ne peut pas de toute façon donner de la valeur à un individu par rapport à son statut de virginité ou pas, mais on ne peut pas parler de ça dans l'ensemble de la population guinéenne de cette façon-là, dans cette salle d'audience. Ce n'est pas acceptable. On a également relevé, Monsieur le Président, qu'on nous a dit ici que certaines femmes n'ont pas subi de viol parce qu'elles avaient un certain âge. Monsieur le Président, aujourd'hui, la Guinée, vous prenez les jurisprudences même de nos juridictions au fin fond du pays, vous vous rendrez compte que des femmes d'un certain âge subissent des agressions sexuelles. Et ça, je pense que vous, en tant que magistrat aguerri, nous n'avons pas besoin de venir vous brandir des statistiques par rapport à ça. Et nous vous demandons, Monsieur le Président, tout simplement de tenir compte de cela, que ces victimes de violences sexuelles ont besoin de prise en charge médicale, elles ont besoin de prise en charge psychologique, et on appelle ça d'ailleurs une prise en charge psychosociale, parce qu'elles vivent avec un traumatisme et elles vivent dans la peur. Vous vous rappelleriez, Monsieur le Président, que devant votre juridiction ici, une des victimes vous a dit qu'elle a eu un accident parce qu'elle avait quitté la Guinée, elle était allée dans un autre pays, simplement parce qu'elle avait vu des hommes habillés en tenue de policiers. Elle a eu une fracture ouverte et il lui a fallu plus d'1 an pour guérir de cette souffrance. Parce que ça, c'est le traumatisme qu'elle a subi. Donc, Monsieur le Président, nous nous arrêtons là et nous espérons tout simplement que tout ce que nous avons développé ici vous servira de lumière lorsque vous allez entrer dans le secret de vos délibérations. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne serai pas long, étant donné que la plupart des points qui ont été développés par la défense ont déjà connu des réponses. Mais je voudrais m'attarder sur un point. Monsieur le Président, au début de la plaidoirie de la défense, nous attendions avec sérieux et curiosité cette plaidoirie
qui, la défense pendant des mois, avait annoncé une bombe atomique d'arguments qui ont laissé entendre qu'il n'y aurait rien dans l'accusation. Parce que depuis toujours, on a cru qu'il n'y avait rien dans l'accusation. Monsieur le Président, tout ce vacarme n'était qu'une fumée de paille qui s'est vite dissipée dès les premières prises de parole de la défense, et la culpabilité des accusés ne fait aujourd'hui l'ombre d'aucun doute au fur et à mesure que nous les écoutions se succéder à la barre. La défense est interrogée sur les avocats de la partie civile. Si les avocats de la partie civile avaient fait les mêmes facultés, nous vous rassurons que nous sommes passés par Gamal, mes chers confrères. Alors, elle s'est demandé si c'était du droit que nous avions fait. Monsieur le Président, nous ne répondrons pas à ces personnes qui disent n'avoir pas fait, des personnes qui n'ont pas réfléchi et qui ont interjeté appel d'une décision de ce tribunal de joindre la question de la réqualification au fond. Nous vous laissons juger. Monsieur le Président, nous avons parlé au tribunal et non à la population. Contrairement aux effets des matchs de la défense qui a plutôt tenté de distraire le public que de tenter de vous convaincre le tribunal de l'innocence de leurs clients. Monsieur le Président, des personnes qui ont crié haut et fort, indiqué sur tous les toits que le dossier est vide. Ils ont cessé de le marteler. Mais Monsieur le Président, ils ont pris des jours, parfois plusieurs semaines, pour justement vouloir tenter de démontrer que le dossier est vide. Quelle ironie du sort. Monsieur le Président, nous avons compris l'affolement et surtout le désespoir de la défense qui n'a pas pu vous convaincre. Parce que l'objectif n'était pas de vous convaincre, mais c'était de plaider pour la population. Monsieur le Président, honorable assesseur, nous n'avons pas plaidé pour la population. Nous avons plaidé pour le tribunal. Parce que l'objectif de ce dossier, ce n'est pas de convaincre le peuple ni la population, c'est de vous convaincre, vous, de la véracité des faits. Monsieur le Président, c'est donc le désespoir. Ce désespoir est si grand, l'affolement si traumatisant, que certains avocats de la défense ont tenté, à travers des ragots, ramasser ça et là, des arguments grotesques, pour ne pas dire ridicules, tenter de décrédibiliser l'AVIPA et sa présidente. Monsieur le Président, ils en ont tellement gros dans le cœur que l'action et l'implication tellement grande de l'AVIPA pour que justice soit faite et que ces gémissements sont le reflet de la peur de cette organisation, que cette organisation a suscité. Monsieur le Président, Madame Asma Diallo, elle a été vilipendée dans cette salle. Mais quand elle nous a entretenus, elle nous a dit, cher maître, par décence, par respect de ce que représente un avocat pour une victime, ne répondez pas à ceux d'entre vous qui tentent de me jeter l'anathème. Je ne suis rien, c'est la cause que nous défendons qui est importante. Ne perdez pas votre temps à répondre à des attaques en dessous de la ceinture. Le silence est la réponse et l'élégance est face à l'inégalance et à l'impertinence, Monsieur le Président. Cependant, il convient de rappeler que depuis des années, AVIPA se bat. AVIPA est respecté. Les institutions qui lui ont apporté de l'aide n'ont jamais dit que le financement qui avait été détourné. Et c'est assez dommage que ces ragots-là soient portés devant ce tribunal lors d'une plaidoirie pour prétendre que cette association a détourné des fonds des victimes. Monsieur le Président, ces financements ont été obtenus par l'Union européenne qui a dépêché des contrôles financiers qui prouvent aujourd'hui que tout le financement qui a été obtenu par cette femme et tous ces financements-là ont été gérés conformément à ce qui avait été recommandé. Monsieur le Président, l'avocat doit demeurer digne, quelle que soit la détresse de son client ou la cause qu'il défend. C'est aussi ça l'avocat, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous ne répondrons pas à tout ce qui a été dit dans cette salle. Quand un avocat, je ne vais pas le nommer contrairement à ce qu'il a dit, quand un avocat disait à cette barre que c'est la FIDH qui dictait la conduite aux avocats, c'est une insulte et en même temps une ignorance des relations entre clients et avocats. Monsieur le Président, il y a même un qui a pris la responsabilité de déclarer à cette barre que je n'ai été constitué qu'avancer un confrère. Mais Monsieur le Président, nous n'avons jamais indiqué comment Maître Jokami a été évincé dans le collectif du capitaine Moussa Dadis Camara, parce que cela ne nous intéresse pas. Je pense que dans ce procès, nous devons rester dignes. Il y a même une photo qui avait été publiée, un post indiquant que seuls ceux qui sont sur cette liste devaient parler au nom du capitaine Dadis.
nous, ça ne nous intéresse pas. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, je ne vais pas continuer, mais je tenais absolument à l'indiquer que depuis que cette affaire, que j'ai été consulté dans cette affaire, il y a des centaines de PV qui sont dans ce dossier qui indiquent clairement que ce n'est pas parce que quelqu'un a été évincé que j'ai été consulté dans cette affaire. Raison pour laquelle je ne vais pas continuer dans cette démarche. Monsieur le Président, les relations entre clients et avocats relèvent d'un compromis. C'est pourquoi des attaques en dessous de la ceinture ne nous intéressent pas. Monsieur le Président, sur ce, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de nous écouter sur ces questions. Et je vous prie très respectueusement de prendre en compte toutes les plaidoiries, tous les arguments que nous avons développés dans cette affaire et comprendre que le monde vous écoute, les partis civils comptent sur vous et nous vous demandons de rendre justice. Je vous remercie. Je pense que la partie civile a terminé, Monsieur le Président. Ministère public, 10 minutes. Oui, merci Monsieur le Président. Merci également honorable assesseur. Monsieur le Président, le ministère public reprend la parole pour répliquer par rapport à des points précis. Monsieur le Président, ces points n'intéressent que le droit, puisque nous n'allons pas nous mettre à répondre à tout ce qui a été dit ici. Contre l'humanité, Monsieur le Président, est une infraction qui a été soumise devant ces juridictions internationales, et ces juridictions internationales ont rendu des décisions, Monsieur le Président. Et ces juridictions internationales ont rendu des décisions, Monsieur le Président. Et également, il faudrait que la défense comprenne, que la défense comprenne que la question de la jurisprudence, Monsieur le Président, que nous avons évoquée, ou les jurisprudences que nous avons évoquées, c'est pour vous dire à votre tribunal que le règlement des crimes, le jugement des crimes, ce n'est pas un jugement inédit. Ça a été fait ailleurs, et c'est pourquoi nous avons cité ces jurisprudences, Monsieur le Président. Également, au niveau de la défense, ils ont parlé de l'inégalité des peines. D'inégalité des peines pour dire que il y a un traitement de faveur. Puisqu'il y a des accusés qui ont été condamnés, dont les peines ont été requises, qui ne sont pas les mêmes peines que les autres accusés, Monsieur le Président. Et hier, maître, je ne vais pas trop retarder sur la question, puisque maître Lassine l'a clairement débattu hier, et il a invoqué même les dispositions de l'article 92 du Code pénal, Monsieur le Président, qui parle de l'individualisation de la peine. Et, Monsieur le Président, à la lecture de ces dispositions pertinentes du Code pénal, l'article 92, l'individualisation se base sur deux critères de fonction. Deuxièmement, il y a la personnalité de son auteur. Monsieur le Président, ce sont les critères qui rentrent dans l'individualisation de la peine, sans pour autant, pour des impératifs de temps, je ne vais pas relire cette disposition, mais ce qu'il faut retenir, dans le cas de l'individualisation de la peine, ce sont les circonstances de l'infraction dans sa commission et également la personnalité de l'accusé. Et c'est sur la base de ces critères, nous avons requis, conformément aux faits poursuivis à l'encontre de ces accusés, et nous savons que votre tribunal aussi a le pouvoir de le faire. Monsieur le Président, autre point, c'est par rapport aux crimes contre l'humanité. Il a été dit de l'autre côté, Monsieur le Président, que les crimes contre l'humanité ne peuvent être commis qu'en temps de guerre. Ce qui laisse croire qu'en seulement en temps de guerre, on peut commettre les crimes contre l'humanité. Ce qui est, Monsieur le Président, contraire, selon les éléments constitutifs de crimes contre l'humanité, puisque dans la réunion des circonstances ou des éléments constituant le crime contre l'humanité, il est clairement dit qu'il faut une attaque systématique et généralisée. Il faut également que cette attaque soit dirigée contre une population civile. Dès lors que ces conditions sont réunies, Monsieur le Président, qu'il soit en temps de paix, que nous soyons en temps de paix ou en temps de guerre, lorsque ces éléments sont réunis, on rentre également clairement dans la qualification des crimes contre l'humanité. Donc cela voudrait dire, Monsieur le Président, que les infractions commises au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, Monsieur le Président, c'est une attaque qui était systématique et généralisée. Et cette attaque, Monsieur le Président, c'était contre une population civile. Et il faut retenir que cette attaque, c'est en temps de paix. Nous n'étions pas en temps de guerre. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, et puisqu'il faut aller rapidement, on a parlé ici de la prescription de l'action publique et ainsi que de la prescription de l'action civile. Monsieur le Président, l'article 3 du Code de procédure pénale est clair là-dessus. En matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l'action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. Et en matière contraventionnelle, c'est 1 an bien sûr. Monsieur le Président, par rapport à cette question de prescription, il faut se référer tout de suite à l'intitulé de l'ordonnance qui vous saisit. Et cette ordonnance est intitulée « Ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel ». Il va sans dire que des faits délictuels ont été commis en même temps que des faits criminels. Et dès lors que le tribunal criminel est saisi, ce tribunal-là est compétent pour examiner les faits délictuels qui ont fait l'objet de renvoi devant lui. Et ce qui a été fait, Monsieur le Président, et puisque dans l'ordonnance, il y a des faits délictuels qui sont visés, les faits criminels sont visés, vous êtes là, vous êtes en formation criminelle, Monsieur le Président, vous avez bel et bien la compétence de juger ces affaires criminelles délictuelles-là. Et il a été dit que les faits délictuels sont prescrits et qu'il y a un temps qui s'est écoulé entre le dernier acte d'instruction et l'évocation de l'affaire devant ce tribunal-là. Ce qui est évident, Monsieur le Président, c'est que la Cour suprême a rendu son arrêt et dès que la Cour suprême a rendu son arrêt, il ne s'est pas passé plus de 10 ans pour que l'affaire connaisse sa première évocation devant ce tribunal. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas de prescription. Vous avez bel et bien la compétence d'examiner cette affaire-là. Ensuite, on revient sur la requalification. Et on en a toujours parlé, Monsieur le Président. Ce qui est évident, c'est que dans cette affaire, il faudrait bien qu'on aille à la requalification. La requalification n'a autre but que de restituer aux faits dont l'examen est soumis au tribunal leur véritable qualification. Et dans cette démarche procédurale, Monsieur le Président, et comme il a été déjà rappelé par nos soins le 4 mars 2024, le tribunal n'a nullement l'obligation de demander à l'accusé s'il accepte d'être jugé pour les nouveaux faits susceptibles de lui être reprochés et non visés dans l'acte de saisine. L'essentiel est que l'accusé ait été mis en mesure de se défendre sous la nouvelle qualification envisagée. Or, Monsieur le Président, les accusés ici présents ont eu la possibilité de se défendre. Parce que lorsque nous avons soulevé la question de requalification, ici le 4 mars 2024, les avocats de la défense ont demandé un renvoi afin de répondre à cette réquisition-là. Ils ont eu 2 semaines, Monsieur le Président, ils ont fait des conclusions écrites. Et au bout de ces 2 semaines, ils ont encore organisé des débats ici. Pendant 2 semaines, on a parlé de requalification. Aussi, Monsieur le Président, est juste quand lorsque vous avez rendu la décision, c'est-à-dire vous avez joint la question de requalification au fond, ils ont fait appel, ils sont allés au niveau de la cour d'appel, ils ont échoué lamentablement. Ils ont été obligés de revenir dans cette salle pour que les débats se poursuivent. Et lorsque les débats sont poursuivis, on s'est retrouvé dans cette salle, Monsieur le Président, et on a amorcé la phase des confrontations. Et au cours de cette phase des confrontations, des questions ont été posées aux accusés, allant dans le sens de la nouvelle qualification envisagée. Et parmi ces questions, Monsieur le Président, nous avons naturellement qui était le commandant du régiment. La réponse à cette question, Monsieur le Président, va dans le sens de la nouvelle qualification. Qui commandait la garde présidentielle? En sa qualité de commandant du régiment, Toumba vous rendait-il compte? Est-ce que c'est le président Dadis qui avait habillé les hommes qui s'étaient rendus au stade? Est-ce que Gono Sangaré avait une garde parallèle qui avait embarqué des armes dans des camions? Est-ce que le président Dadis a été le concepteur, le planificateur et l'exécuteur des massacres? Au stade, est-ce que Toumba a dit à Marcel, qui vous a dit de tirer? Monsieur Toumba, est-ce que vous confirmez le recrutement de 9000 personnes et l'envoi de 500 hommes au camp Al-Faya, ainsi de suite, Monsieur le Président? Des questions de ce genre ont été posées, des réponses ont été données et ces réponses-là sont consignées dans le plumitif. Aussi, Monsieur le Président, je ne sais pas pour quelle raison on s'oppose tant à la requalification, d'autant plus que suffisamment d'éléments nous prouvent qu'il faut aller à cette requalification. Et la question de requalification, Monsieur le Président, ne relève pas seulement de la juridiction de jugement. L'avocat qui porte plainte devant le procureur a l'obligation de donner une qualification au fait qu'il porte devant le procureur.
L'OPJ qui reçoit, qui fait le procès verbal, Monsieur le Président, doit donner une qualification. Le juge d'instruction, la même chose. La juridiction de jugement aussi a l'obligation de donner aux faits leur véritable qualification. Et c'est parce que ce travail-là qu'on veut vous renier, on veut vous empêcher, Monsieur le Président, de faire ce que la loi vous a demandé de faire. Nous pensons, Monsieur le Président, que suffisamment d'éléments sont au dossier qui prouvent qu'il faut aller à la requalification. Ensuite, je vous vois regarder l'heure, Monsieur le Président, on a parlé de l'imputabilité. Alors, plusieurs conseils de la défense sont revenus sur cette question en donnant l'impression que si les faits poursuivis n'étaient pas imputables aux accusés ici présents. Monsieur le Président, on a déjà dit ici dans cette salle que les faits qui ont été commis sont des faits qui sont imputables aux accusés qui sont ici. Et nous avons dit, nous disons et nous réitérons, Monsieur le Président, que les faits commis le 28 septembre 2009, avant et après, Monsieur le Président, ces faits-là sont bel et bien constitutifs de crimes contre l'humanité et de responsabilité du supérieur hiérarchique ou du chef militaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles, Monsieur le Président, qui sont devant vous. Et les accusés qui sont là, on a spécifié dans nos réquisitions, ceux-là qui doivent être retenus pour les faits de responsabilité de commandement et ceux-là qui doivent être retenus pour les faits de crimes contre l'humanité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, pour terminer, je voudrais vous entretenir par rapport aux propos qui ont été attribués au ministère public. Et pour ce faire, je partirai de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, parlant du traitement équitable des personnes poursuivies. Ceci, pour clore définitivement le chapitre de poursuite sélective, de communautarisation du procès, de poursuite politique et de poursuite téléguidée, Monsieur le Président. Il est dit à l'article préliminaire du Code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Plus loin, les personnes se trouvant dans les conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. Nous fondons sur cette disposition, Monsieur le Président, et à la veille du procès, on a adressé des convocations aux accusés qui n'étaient pas en détention et qui sont venus avec leur conseil. Nous avons eu un débat houleux de pratiquement de 3 heures sur les dispositions de l'article 252 du Code de procédure pénale. Parce qu'en réalité, ces accusés-là devaient se constituer prisonniers. Ceux qui n'étaient pas là, c'est peut-être les conseils de M. Aboubakar Diakité Toumba qui n'étaient pas intéressés parce que lui, il était en détention. Mais ce qu'il faut relever, c'est que les avocats qui étaient présents ont, de manière unanime, conclu qu'il fallait absolument que leurs clients se constituent prisonniers. Le point nodal était de savoir comment est-ce qu'ils devaient se constituer prisonniers. Alors, ils nous ont demandé de leur permettre d'entretenir leurs clients pour les préparer moralement. Au lieu de ça, ils sont allés voir, certains avocats sont allés voir le garde des Sceaux, foulant au sol les dispositions de l'article 60, alinéa 4 de la loi portant réorganisation de la profession d'avocat en République de Guinée. Permettez que je lise cette disposition, Monsieur le Président, parce qu'ils sont allés demander au ministre de la Justice d'intervenir dans cette procédure-là. Eh bien, cette disposition est bien claire. L'article 60, je lis l'avant-dernier alinéa, qui dit qu'il est interdit aux avocats de s'adresser sous quelque forme que ce soit au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui demander d'intervenir par quelque moyen que ce soit dans les affaires pendantes devant les cours et tribunaux. Donc, n'ayant pas obtenu gain de cause, ils se sont retournés pour demander à ce qu'on leur permette de prendre leurs clients et de les mettre dans leur véhicule. Donc, ils étaient absolument consentants. Bon, j'avais pensé qu'ils auraient dû le dire, Monsieur le Président, mais ne l'ayant pas dit, il faut qu'on vous le dise. Alors, ce que M. Moussa Dadis Camara a dit, c'est effectif qu'il a été le premier à monter dans un bus, parce qu'on avait affrété des bus pour les permettre d'aller se constituer prisonniers. Et mieux que ça, à longueur de journée, depuis le début de ce procès, il s'attaque au courrier que le procureur de la République a adressé à l'administration pénitentiaire pour demander à ce que
si les accusés laissés en liberté jusqu'à la veille du procès venaient se constituer prisonniers, de les recevoir. Ben, ce sont des légalistes. Ils n'ont exercé encore recours contre cet acte administratif que le procureur de la République a entrepris, comme ils disent, pour maintenir leurs clients en détention. Mais l'un dans l'autre, Monsieur le Président, cette question est derrière nous par la décision que vous aviez rendue, la décision numéro 18 du 10 octobre 2022 qui a définitivement réglé cette question. Et par cette décision, la question de liberté, enfin, de résidence surveillée du président Dadis aussi a été réglée, bien qu'en phase de plaidoirie ici, la question refasse surface. Mais de toute façon, cette question est derrière nous. Monsieur le Président, il a été dit que nos poursuites sont sélectives, nos poursuites sont politiques, nos poursuites sont téléguidées. Mais ce qu'il faut relever, Monsieur le Président, ces personnes qui sont à la barre de votre tribunal n'ont pas été renvoyées par les juges d'instruction parce qu'ils appartiennent à telle communauté, comme ils veulent l'insinuer, parce qu'ils appartiennent à telle religion ou parce qu'ils appartiennent à telle branche politique. Ils sont renvoyés parce qu'ils sont supposés avoir commis des infractions à la loi pénale qui ont été discutées ici. Donc, qu'on n'amuse pas votre tribunal, ce sont des infractions de droit commun qui sont commises et les personnes poursuivies le sont pour avoir plus ou moins posé un acte qui est qualifié de crime par le législateur pénal. Donc, Monsieur le Président, ce qu'ils ne vous ont pas dit, que quand on a fait un courrier qui a fuité au parquet général, par rapport au général Sekouba dont on parle tant, il y a une poursuite régulière, ils le savent, parce que certains avaient félicité le procureur que je suis par rapport aux poursuites qu'on avait engagées contre le général Sekouba Konaté. Donc, ne pas le dire, c'est, Monsieur le Président, c'est retenir une information qui sont vraiment au courant. Ben, mais nous, on ne plaide pas par voie de presse, enfin, on ne requiert pas par voie de presse, j'allais dire, on n'est pas à la presse. Depuis le début de ce procès, on s'est contenté que d'un seul communiqué. Eh bien, nous communiquons quand c'est nécessaire. Monsieur le Président, il y a eu des propos assez discourtois, mais puisque c'était la phase des réquisitions et plaidoiries, pour respect à votre tribunal, on n'a pas voulu arrêter qui que ce soit. On n'a pas voulu lever la main pour vous demander à ce que les avocats concernés retirent leurs propos. Il a été dit ici que le ministère public a été déloyal. Bon, parlant de déloyauté, c'est une expression qui est chère aux avocats. Eh bien, Monsieur le Président, motif pris de ce que le procureur de la République a écrit pour demander un renseignement au centre d'instruction de Kalea. Bien vrai. Mais comment est-ce que les avocats de M. Moussa Dadis Camara ont obtenu une pièce qui n'était pas dans le dossier, qui est attribuée à M. Toumba Diakité? Comment ils l'ont obtenu? Parce que ce n'est pas une pièce qui était dans le dossier. Ce n'est pas une pièce qui était dans le dossier, Monsieur le Président. Parlant de déloyauté de ces avocats et du procureur qui est investi quand même d'une mission, celle de représenter toute la société, qui prend un acte administratif officiel pour écrire et l'acte est versé au dossier, les réponses sont versées au dossier. Quel est l'acte qui leur a servi d'obtenir ce document-là qui ne se trouvait pas dans le dossier? De qui se moque-t-on? Ensuite, Monsieur le Président, certains ont dit que le parquet est l'ennemi des accusés. On l'a entendu. Les autres ont dit que le parquet n'a pas branché un mot ou bien les allégations du parquet. Je voudrais faire observer, Monsieur le Président, que ce sont des propos assez discourtois vis-à-vis du ministère public que nous représentons. Et ça, c'est contraire aux dispositions de l'article 68 de la loi portant réorganisation de la profession d'avocat. Je vous en épargne la lecture parce que nous sommes vers la fin du temps qui nous est imparti. Enfin, Monsieur le Président, ils ont parlé, ils ont dit, certains parmi eux ont soutenu que, au lieu de démontrer l'infraction, qu'un membre de ce parquet s'est mis à pleurer.
Monsieur le Président, dans nos constitutions, dans nos différentes constitutions physiques, il y a des caractères qui sont acquis et d'autres qui sont innés. Nous n'avons pas du tout les mêmes caractères acquis et nous n'avons pas du tout les mêmes caractères innés. Vous ne pouvez pas dénier à une personne un caractère inné. Le procureur dont il s'agit, c'est un père de famille. Ce qui aurait été blâmable, c'est si il faisait, il empruntait, si vous voulez, il faisait usage des connaissances personnelles qu'il a de ce dossier pour en faire usage à la barre de votre tribunal. Parce que l'un dans l'autre, ces accusés, on les connaît plus ou moins. Il y en a qui ont déféré des procédures devant nous, Monsieur le Président, mais sur ce plan, motus et bous cousus. Donc, Monsieur le Président, en plus de ce que mes collègues ont dit, nous maintenons in extenso que les réquisitions que nous vous avons présentées et nous vous prions de nous suivre dans nos réquisitions. 60, Monsieur le Président, je viens d'en donner lecture. Monsieur le Président, je parle de l'article 68. Il est dit que l'avocat doit à tout moment et en tout lieu observer une conduite exemplaire empreinte de dignité et de probité morale. Donc, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas ici pour employer des propos assez discourtois. Nous sommes dans un temple où vraiment c'est trop solennel pour que des propos discourtois y soient employés. Merci, Monsieur le Procureur. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. La défense. Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention ces répliques et personnellement, je ne voudrais pas du tout prendre la parole. Mais je vais vous faire l'économie des choses qui ont été dites au niveau de la partie civile. Je considère que, et je l'ai dit dans ma plaidoirie, que nous ne répondrons pas dans le même style. Tout tenant compte de la courtoisie judiciaire qui caractérise notre métier et de ce temple qui nous réunit. Monsieur le Président, je vais rebondir sur les questions de droit qui ont éventuellement été abordées par le ministère public, notamment la question déontologique, que le procureur en a parlé tout à l'heure, mais également la question de la requalification. Sur la question déontologique, il a été dit ici, et je crois qu'on veut nous le reprocher, que des avocats dont les clients devaient ce jour-là être incarcérés à la veille du procès sont allés voir le ministre de la Justice. Je voudrais rappeler au procureur que nous savons faire la différence entre le ministre de la Justice et le ministre des droits de l'homme. Les questions de liberté individuelles, les questions de droits de l'homme relèvent de ce ministre-là qui a les deux casquettes. Il est arrivé que dans des procédures, que personnellement, que moi j'adresse des courriers au ministre, mais en sa qualité de ministre des droits de l'homme. Nous connaissons notre loi et personne n'a à nous l'apprendre. La deuxième chose que je veux relever, Monsieur le Président, je m'attendais, et comme je l'ai démontré dans mes plaidoiries, que le ministère public puisse nous convaincre sur la question de la nécessité de la requalification et sur les conditions de la requalification. Je crois, Monsieur le Président, honorable assesseur, avoir cité au moins 7 jurisprudences sur la question. Et je rappelais, je vais vous lire cette partie-là, Monsieur le Président, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui date du 19 décembre 2006. J'ai dit ceci, je reviens là-dessus parce que le procureur a rappelé tout à l'heure que nos clients, après que la demande de requalification ait été posée par le ministère public et que les parties aient donné leur avis sur l'opportunité de la requalification, il dit qu'on est passé à la phase de la confrontation et que dans ce cas-là, des questions ont été posées à nos clients. Je l'ai rappelé dans mes plaidoiries, Monsieur le Président, honorable assesseur, que dans cette salle, et vous avez été très exigeant sur la question, vous avez dit qu'aucune question ne doit déborder. On doit rester dans le cadre de la confrontation et qu'on ne peut pas poser des questions comme si nous étions dans le sens de l'interrogatoire. Et c'est le sens de la jurisprudence qui a été donnée par la Cour de cassation, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'est inspiré, Monsieur le Président, honorable assesseur, paragraphe 3 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit ceci, si vous le permettez bien sûr, Monsieur le Président, honorable assesseur, que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne
montre la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l'accusation pesant contre un accusé et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre est une condition essentielle de l'équité de la procédure. Elle poursuit pour dire que si les juridictions de fond disposent, lorsqu'un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s'assurer que les accusés ont eu l'opportunité d'exercer le droit de défense sur ce point de manière concrète et effective, en étant informés en temps utile de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont soumis à leur charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais de la qualification juridique donnée à ces faits et d'une manière détaillée. Pourquoi j'insiste sur ce point, Monsieur le Président? Il est dit, et à l'entame de cette procédure-là, vous avez fait passer tous les accusés devant cette barre, vous avez lu l'ordonnance de renvoi le concernant. Vous les avez expliqué, c'est quoi l'infraction de meurtre, c'est quoi l'assassinat. C'est ce qu'il aurait fallu faire lorsque la question de la requalification en crime contre l'humanité devait être posée. La dernière chose que je vais aborder, toujours sur la question de la requalification, il y a une jurisprudence que j'ai relevée, parce qu'ils ont dit quelque part ici que l'avis ou le consentement de l'accusé n'était pas nécessaire pour que le tribunal puisse aller dans le sens de la requalification. Je vous lis la condition de la requalification, Monsieur le Président. Un arrêt qui date du 15 janvier 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. Que les éléments constitutifs de la nouvelle... il dit si le tribunal estime devoir requalifier les faits dont il est saisi, c'est à la double condition que les différentes parties au procès puissent contradictoirement débattre de la question et que les éléments constitutifs de la nouvelle qualification envisagée ne soient pas matériellement différents de ceux de la précédente qualification. Dans ce cas, le tribunal devrait recueillir l'accord exprès du prévenu ou l'accusé pour être jugé sous ces nouveaux faits. Le ministère public, et je crois que c'est le procureur Sidiki, dans ses réquisitions, ici, qui a donné les éléments constitutifs du crime contre l'humanité. Il a parlé de l'élément contextuel, ce qui pour dire qu'il faudrait que le crime soit commis dans le cadre d'un plan ou d'une politique d'État, d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Ça, c'est les éléments constitutifs du crime contre l'humanité. Ça veut dire quoi? Si on prend le meurtre, qui est une infraction incorporée dans le crime contre l'humanité, le meurtre individuellement pris ne peut pas être considéré comme un crime contre l'humanité s'il n'est pas commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique et dans le cadre d'un plan commun ou d'une politique d'État ou d'une organisation ayant pour but cette attaque. Il aurait fallu que le ministère public démontre que l'infraction qui est le meurtre, par exemple, ou la complicité, effectivement, qui est reprochée au capitaine d'Addis, par exemple, est les mêmes éléments constitutifs que le crime contre l'humanité. Sauf que ce n'est pas le cas, parce que le meurtre seul, pris de façon isolée, n'est pas un crime contre l'humanité, sauf s'il est commis dans le cadre d'une attaque générale ou systématique. Donc c'est sur ces points, Monsieur le Président, que je voulais apporter. Malheureusement, je suis resté sur ma fin. Le ministère public n'a pas pu apporter des arguments juridiques contraires à ces propos-là. Je vous remercie. Personne ne veut parler. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, moi j'interviens ici pour insister, persister sur l'innocence de mes clients, le colonel Ibrahim Kamaradi Kalonzo et M. Mamadou Aliou Keta. Je ne reviendrai plus sur tout ce qui a été dit. Le colonel Kalonzo est un innocent. La preuve ici a été rapportée qu'au moment des événements du 28 septembre 2009, il était effectivement
en détention au PM3 sur instruction de l'état-major de la gendarmerie, précisément du colonel François Béavogui, ex-chef d'état-major adjoint. Un acte d'huissier en date du 30 avril 2023 est venu confirmer les dires de leurs clients et la preuve du contraire n'a pas été rapportée. Partant de là, Monsieur le Président, je vous prie, Messieurs les assesseurs, de l'acquitter purement et simplement et d'ordonner sa remise en liberté pure et simple. En ce qui concerne M. Mamadou Aliou Keita, la preuve n'a pas également été rapportée ici qu'il a exercé des actes de pénétration, excusez-moi du terme sexuel, sur la personne de Mme Aïssatou Ba. Nous en avons fait suffisamment la démonstration. Nous estimons que c'était innocent. Nous clamons son innocence et nous prions le tribunal, messieurs les juges, d'ordonner son acquittement pur et simple et sa remise en liberté. Une fois de plus, Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie tout le monde et je souhaite que le droit soit dit dans cette affaire. Rien que le droit, pour le droit, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et je voulais juste attirer l'attention de votre auguste tribunal que mon client, le colonel Blaise, n'est pas dans cette salle pour faire porter le chapeau d'un quelconque crime ou d'une quelconque responsabilité pénale à qui que ce soit. Il n'existe aucun antécédent entre le colonel Blaise et le commandant Toumba Diakité comme le prétend sa défense. Il n'a manifesté aucune haine à l'égard du commandant Toumba. Il n'a fait que relater. Il n'a fait qu'exposer ce qu'il a vu ce jour, 28 septembre 2009, de ses propres yeux, relativement à l'arrivée de ce contingent de bérets rouges. Et contrairement à certaines prétendues victimes et à certains témoins, il sait de relever que le colonel Blaise Goum n'est pas un caméléon pour se confondre à la couleur de son environnement. Il est et demeure constant dans ses déclarations relatives à l'arrivée de ce contingent de bérets rouges à l'esplanade du stade. Et si les mêmes personnes ou prétendues victimes qui ont déclaré hier, au lendemain des événements, que c'est le commandant Toumba qui est leur bourreau, si ces mêmes parties civiles ou prétendues victimes ou témoins reviennent à la charge pour dire que Toumba a été plutôt leur messie ou leur sauveur, il appartient à vous, Monsieur le Président, honorables assesseurs, d'en tirer toutes les conséquences juridiques, de noter ces variations notoires et d'en tirer toutes les conséquences juridiques. Monsieur le Président, honorables assesseurs, on ne se moque pas de la justice. Comme je l'ai dit dans mes plaidoiries, ne permettez pas au ministère public de mépriser la loi en vous demandant de condamner le colonel Blaise Goum à la réclusion criminelle à perpétuité, sans la moindre preuve de sa culpabilité ou de l'imputabilité des faits poursuivis à sa personne. Cela serait une injustice notoire. Le colonel Blaise Goum a d'ores et déjà démontré, en tout cas fait la démonstration juridique de son innocence par l'organe de son conseil que je suis. C'est pourquoi nous vous demandons humblement de bien vouloir l'acquitter purement et simplement.
parce que c'est un innocent qui a beaucoup souffert et qui continue de souffrir dans ce box des accusés. Et comme je l'ai dit, il est victime d'une poursuite sélective et discriminatoire. Et nous avons déjà démontré en quoi il est victime. Sur ce, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais aller tout droit. Monsieur le Président, par rapport à C.C. Raphaël Laba, je voudrais déjà noter qu'un des avocats de la partie civile, quand il s'est levé, il a dit que la culpabilité des accusés ne fait l'objet d'aucun doute. C'est surprenant parce que, au départ, quand il a parlé, quand il a plaidé, il avait fait une distinction. Il avait dit, il avait cité certains, et puis il n'avait pas cité le nom de C.C. Alors, je voudrais simplement dire que C.C., effectivement, faisait partie, était un élément d'une compagnie composée de 150 hommes dont parlait le représentant du ministère public lorsqu'il il faisait ses réquisitions. Alors, donc, cette compagnie était dirigée par Dustin. Voilà. Donc, Monsieur le Président, déjà, nous voyons que les éléments de preuve que C.C. Raphaël Laba n'est pas impliqué dans ce qui est reproché aux accusés, c'est que, d'abord, son supérieur, le commandant Toumba, l'a dit, et ça c'est une preuve. Parce que quand c'est un subordonné, ce n'est plus une preuve. Mais un supérieur qui le dit, c'est une preuve. Il y a la lettre-réponse du docteur Doumbouya aussi de la clinique qui a dit que C.C. Raphaël était présent à la clinique. Et il y a le ministre Loussé Fall qui, effectivement, quand il déposait ici, a dit que ce qu'il reconnaissait au stade, c'était tel, mais il n'avait pas reconnu C.C. Raphaël Laba. Il aurait cité C.C. Raphaël Laba si, effectivement, il était parmi ceux qui, à côté de Toumba, je veux dire, il aurait reconnu C.C. Raphaël aux côtés de Toumba. Bien. Alors, Monsieur le Président, par rapport à la réqualification, alors, ce n'est pas parce que 2 ou 3 questions étaient posées par rapport au crime contre l'humanité que l'on peut parler de, oui, il y a eu débat sur le crime contre l'humanité. Non, pas du tout. On peut pas, non, ce n'est pas 2 ou 3 questions qui ont fusé et de la part du ministère public. Mais nous, on n'a pas posé de questions relatives à cette infraction. Donc, il ne faut pas mélanger les choses, Monsieur le Président. Alors, et puis, quand on parle de nouvelles qualifications envisagées, mais à quel moment ça a été envisagé? Qui envisage? Non. Les débats ont eu lieu et la nouvelle le crime contre l'humanité n'était pas envisagé. C'est quand les débats ont été clos qu'on a parlé de ça. Et là aussi, les débats, c'était sur la rétention ou non de l'infraction des crimes contre l'humanité. C'était ça, c'était tout. Alors, Monsieur le Président, je voudrais terminer. Alors, j'ai entendu des débats entre les avocats de Toumba et les dadistes qui se rejetaient la balle. Bon, tant pis, mais bon, dans tous les cas, pour moi, Monsieur le Président, tous les accusés, aucun n'a planifié, aucun n'a organisé le massacre du 28 septembre. Et puis, ce procès-là, Monsieur le Président, les preuves manquent. Il y a trop de choses qui manquent pour condamner quelqu'un. Ce n'est pas possible. Maintenant, ils peuvent se renvoyer la balle. Mais, Monsieur le Président, je termine là-dessus. Quand des personnes, des personnalités vont au Fouta pour se rapprocher de ces populations, pour dire on ne vous oublie pas. Dans la gestion de l'État, on ne vous oublie pas. Ils se rapprochent, ils sont bien accueillis. Ils reviennent du Fouta. Mais les manifestants, la majorité, ils viennent du Fouta. La majorité. Est-ce que ces mêmes personnes qui ont été bien accueillies au Fouta vont venir tuer les gens comme ça qui les ont bien accueillis? Les parents les ont accueillis il y a quelques heures, ils viennent les tuer? Quand même. Et puis ce procès, quand même, il y a trop de choses qui manquent. Moi, je n'aimerais pas être à votre place, mais je vous souhaite du courage. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté,
les plaidoiries sont bouclées ici même au palais de justice de Conakry au terme de 19 mois de débats intenses, de 19 mois de débats académiques, de 19 mois de débats judiciaires ici même au palais de justice de Conakry, dans ce dossier qu'on appelle ministère public contre CC Raphaël Abba et 11 autres qui a l'allure également d'être un dossier face à face entre le camp Toumba et le camp d'Addis. En tout cas, tout nous a été administré ici même au palais de justice de Conakry. Tout a été fait pour que la vérité soit dite. En tout cas, les uns et les autres ont plaidé pour la relaxe pure et simple de leurs clients. On se pose la question, le tribunal va-t-il suivre les uns et les autres? Qu'est-ce qui va se passer? Mesdames et messieurs, wait and see, attendons de voir. En attendant, merci de nous avoir pratiqués et on se reprendra pour d'autres pans de ce procès inédit qui alimente la chronique en Guinée, en Afrique et dans le reste du monde.